Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations toutes lignes, tout de suite les grandes lignes de cette édition. Dans l'actualité de ce dimanche 27 juillet 2025, le lancement de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement par le Premier ministre à Koyambougou dans la commune rurale de Dogouma. Cette année, plus de 41 millions de plants vont être produits et plantés. Un ambitieux projet pour lequel le Premier ministre invite la population à s'investir. On en parle dès le début de ce journal. L'actualité, c'est aussi cette facilité offerte aux prestataires de santé. Désormais, ils peuvent renforcer leur capacité sans effectuer le moindre déplacement. Cela grâce à la mise à disposition d'une nouvelle plateforme digitale dénommée Classroom to Care qui signifie de la formation aux soins de santé. Une plateforme digitale dont ne va pas se priver certainement les agents du Centre de recherche et de formation médicale, eux qui font des merveilles dans le diagnostic des cancers et des maladies génétiques. Un centre qu'on va découvrir ensemble dans Focus Santé de ce dimanche. Dans l'actualité AES, les autorités burkinabées veulent aider les citoyens à mieux comprendre les valeurs de civisme, de patriotisme, de paix et de cohésion sociale. Ceci à travers une série de conférences. Et au Niger, la recherche de solutions aux problèmes des jeunes délinquants dans la région de Difa est au cœur d'une réunion du Conseil régional de sécurité. En sport, nous allons parler de football avec le sacre du Nigeria en finale de la CAN féminine. La finale de l'Euro féminin se joue ce dimanche. Nous parlerons également de l'Afrobasket féminin 2025 qui a officiellement débuté hier au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Chacun doit s'investir dans la réussite de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement. C'est l'invite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, après avoir lancé la dite campagne au nom du président de la transition. Il y a de quoi. Cette année, le projet est ambitieux. Plus de 41 millions de plants vont être produits et mis en terre, ce qui va permettre de reboiser plus de 31 000 hectares de terre et récupérer près de 400 000 hectares de terre dégradée. La cérémonie de lancement de ce vaste projet a eu lieu dans le parc des Sofas à Koyambougou, dans la commune rurale de Dogodouma. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. C'est au parc des Sofas situé dans la commune rurale de Dogodouma, à quelques kilomètres de Bamako, que le Premier ministre chargé du gouvernement a planté le premier arbre, donnant ainsi le coup d'envoi de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement. Cette année, la campagne est placée sous le thème « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Chaque année au Mali, environ 100 000 hectares de forêt connaissent une transformation en grande partie sous l'effet des changements climatiques. Doumia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Pour cette 31e édition, produire 41 384 716 plants et reboiser 31 876,21 hectares de terre et récupérer 385 156 hectares de terre dégradées. Ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne sauraient à eux seuls traduire l'ampleur des efforts déployés sur le terrain. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rendu un hommage mérité aux agents du service des eaux et forêts pour les actions prioritaires engagées dans la digitalisation des services forestiers. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et changement climatique, le reboisement n'est pas seulement une action environnementale. C'est un acte de paix, de résilience et de développement durable. Dr Oumar Tamboura, représentant du coordonnateur du groupe thématique Environnement et changement climatique. Chaque arbre planté aujourd'hui est une promesse pour demain, une promesse de biodiversité, une promesse d'ombre, une promesse de pluie, une promesse de vie tout simplement. C'est pourquoi nous en appelons à une mobilisation collective. Chacun a un rôle à jouer. Au nom du parrain de la cérémonie, le Premier ministre a rappelé la symbolique de cette campagne avant d'évoquer les actions en cours en vue de faire face aux effets des changements climatiques. Général de division Abdoulaye Maïga. La campagne nationale de reboisement est l'une des multiples activités des autorités de notre pays pour contribuer de manière significative à la protection de l'environnement. Comme vous le savez, dans notre nouvelle constitution, la constitution du 22 juillet 2023, la protection de l'environnement est à la fois un droit et un devoir. Et cet objectif est porté haut par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui est également le parrain de cette campagne nationale de reboisement. Si nous voulons reboiser, il faut deux actions simultanées. Planter beaucoup plus d'arbres et surtout
suspendre, voire arrêter de détruire notre forêt. Évidemment, ces actions sont extrêmement lourdes et vont au-delà du seul effort des autorités et des pouvoirs publics. Il est important que l'ensemble de la population malienne s'implique. C'est le sens, en tout cas, de l'appel que le chef de l'État adresse à nos populations. Le chef de village de Dogo-Douma et le maire de la commune se sont réjouis du choix du parc des Sofas pour ce lancement. Ils ont ainsi profité pour évoquer quelques-unes de leurs préoccupations, comme la réalisation de la voie d'accès. La prestation du groupe Nyogolon a mis en lumière l'importance du reboisement dans nos communautés. L'actualité, c'est aussi cette facilité offerte aux prestataires de santé. Désormais, ils peuvent renforcer leur capacité sans effectuer le moindre déplacement. C'est là grâce à la mise à disposition d'une nouvelle plateforme digitale dénommée Classroom to Care, qui signifie de la formation aux soins de santé. Le lancement a été fait le vendredi dernier. C'est une initiative du département de la santé et ses partenaires. Le point avec Tchamoko Konati. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en santé. C'est une nouvelle plateforme digitale désormais au service des prestataires de santé. Il s'intitule Classroom to Care, une expression en anglais qui signifie de l'apprentissage aux soins de santé. Une innovation majeure en matière d'apprentissage destinée à renforcer les capacités des élèves, des étudiants et des praticiens qui en expriment les besoins. Dr Sarah Sissoko, directrice du projet Classroom to Care. Cette plateforme incarne une vision intégrée, inclusive et durable de l'apprentissage. Compatible avec les environnements à connectivité limitée, elle offre un accès à des modules interactifs et contextualisés dans des domaines aussi variés que la gynécologie, la pédiatrie, les soins de santé communautaire, la santé des adolescents, les urgences obstétricales et néonatales ou encore la planification familiale. Ainsi, Classroom to Care se présente comme une avancée significative à l'actif du département de la santé et ses partenaires. Elle constitue une étape stratégique d'un projet régional du même nom, un projet qui, en plus du Mali, couvre le Niger et le Sénégal. Il est initié dans le but de combler les insuffisances qui existent en matière de couverture sanitaire. Dr Sarah Sissoko. Le Mali, avec 6 agents de santé qualifiés pour 10 000, comparé à la recommandation de l'OMS qui est de 23 prestataires de soins pour 10 000 habitants, souffre d'une pénurie aiguë de ressources humaines exacerbée par une répartition inégale du personnel entre les zones urbaines et rurales, malgré les efforts constants déployés par les autorités du pays pour remédier à ce problème. Hamadoun Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette plateforme de formation en ligne permettra à des milliers de prestataires de soins de toutes les régions du Mali de renforcer leurs compétences, d'accéder à des contenus pédagogiques de qualité, de valider par les experts nationaux et aussi de rester à jour sur les bonnes pratiques cliniques sans quitter leur lieu de travail. Les conditions d'utilisation de cette nouvelle plateforme sont régies par le ministère de la Santé et du Développement social. S'agissant du projet, il est mis en œuvre par l'ONG IntraHealth International et couvre la période allant de 2022 à 2026. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Le tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Bogolan, c'est le thème d'une conférence tenue ce vendredi à l'Université de Ségou, une conférence organisée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette conférence, animée par le parrain du mois de juillet dans le cadre de l'année de la culture au Mali, vise à édifier les universitaires sur l'historique du Bogolan, ses valeurs socio-économiques et culturelles mises en évidence au centre Ndomo. Ramata Konate et Karamoko Traoré nous en dit plus. Le parrain du mois de juillet expose devant des centaines d'étudiants et de chercheurs le thème « Tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Bogolan ». Un thème expliqué à partir de l'exemple du Centre Ndomo, une entreprise de production et de promotion du Bogolan où se côtoient les savoir-faire de plusieurs domaines dont la culture, l'art, la médecine, la chimie, la sociologie, le recyclage. Ainsi, un clin d'œil sur les notions comme l'historique du Bogolan, une technique utilisée d'abord par les femmes, les teintures naturelles, les designs sur le tissu Bogolan, l'art du Bogolan classique et contemporain. Boubacar Doumbia, artiste plasticien, promoteur du Centre Ndomo, parrain du mois de la culture. Les plantes qui sont utilisées, et ces plantes, nous les trouvons surtout en Afrique de l'Ouest. Et là, au Mali, on a quelques plantes
qu'on trouve sans difficulté. Il y a le Mpékou en Bambara, c'est une plante qui pousse à l'état naturel, et le nom c'est l'Anea. Et ce sont les écorces qui sont utilisées. Et nous cueillons les écorces sur les branches. Après, nous avons une autre plante qui est utilisée, qu'on appelle Ngalama. Et le nom latin, c'est Alogustus. Et là, ce sont les feuilles qui sont utilisées pour l'extraction de la couleur. Et pour avoir la couleur, on a deux possibilités. À chaud, on fait bouillir les feuilles et on a une couleur ocre jaune, mais pas jaune. À froid, on pile les feuilles, on met l'eau là-dessus. Et au bout d'une trentaine de minutes, ça donne une couleur ocre jaune plus claire. Suleiman Diakité, étudiant à l'université de Ségou. J'ai appris beaucoup de choses. La plupart pensent que le bogolan est un tissu décoratif et autres, alors que c'est tout au contraire. Ça renferme des messages, ça renferme nos valeurs. Autre centre d'intérêt de cette conférence, le système de recyclage des déchets solides et liquides au centre Ndomo, comme pour dire que rien ne se perd dans ce centre grâce aux recherches. Fadimata Walet Agatam, représentante du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le bogolan n'est pas qu'un tissu, il est mémoire et il est symbole. Il est savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, porteur d'histoire, de résistance, de beauté et d'appartenance. Dr Oumar Dambélé, représentant du recteur de l'université de Ségou. À travers le dialogue avec des figures de proue de la scène artistique et artisanale malienne, nous voulons bâtir des ponts solides entre savoir académique et savoir culturel, entre recherche scientifique et patrimoine vivant. La différence entre le pain tissé et le bogolan, la production et la consommation locale du bogolan à grande échelle, la protection des espèces d'arbres servant de teinture naturelle au centre Ndomo sont entre autres questions soulignées par les participants. Ségou, Ramata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. L'actualité AES nous amène d'abord au Burkina Faso où les autorités encouragent les Burkinabés à aimer leur pays et à mieux vivre ensemble. Ceci à travers une série de conférences. La première conférence publique sur la citoyenneté et l'engagement patriotique a débuté à Ouagadougou. Elle est organisée par la coordination de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire en lien avec le Bureau national des grands projets et le ministère de la Justice. Cette initiative veut aider les citoyens à mieux comprendre les valeurs de civisme, de patriotisme, de paix et de cohésion sociale. Les précisions avec Rufine Dipama de la radio du Burkina. Dans le contexte actuel du Burkina, plusieurs défis sont à relever pour une citoyenneté responsable et engagement patriotique. Les cas notables sont le non-respect ou la déconsidération des symboles et institutions de l'État, la défiance de l'autorité, l'indiscipline et le désordre. À cela s'ajoute la corruption, le non-respect de l'autre, l'appât du gain facile entre autres, indique le ministre chargé de la Justice et des Droits humains. Relever tous ces défis permet de bâtir un Burkina résilient, de paix et de cohésion sociale. Pour ce faire, les Burkinabés doivent nécessairement cultiver l'honnêteté, dénoncer les mauvaises actions des autres citoyens, être justes et vertueux. Ils doivent aussi connaître les lois et les règlements des institutions, respecter les symboles de l'État, participer au développement communautaire, cultiver l'amour de la patrie, éviter les discours de division, poursuit Idasso Rodrigue Bayala. Ces qualités du bon citoyen burkinabé seront communiquées aux populations de 13 régions au cours de conférences publiques animées par la présidence du Faso. Les communications seront notamment axées sur le civisme et la citoyenneté, le patriotisme et la participation citoyenne, la culture de la paix et de la cohésion sociale, informent les organisateurs. Direction à présent le Niger, plus précisément dans la région de Difa où le gouverneur de la région a présidé la réunion du Conseil régional de sécurité élargie aux autorités administratives et coutumières de Difa. Un seul point est à l'ordre du jour de cette rencontre, la recherche de solutions aux problèmes des jeunes délinquants. Abdrahman Boukari de la Voix du Sahel. Le phénomène de la prolifération des palais au niveau de la ville de Difa avec comme conséquence vol, braquage, trafic et consommation de stupéfiants et plusieurs autres infractions à la loi est à Difa au centre des travaux de la réunion du Conseil régional de sécurité élargi aux préfets, administrateurs délégués, chefs de canton et chefs de quartier et villages de la commune urbaine de Difa. À travers cette session, il s'est donc agi pour le gouverneur de la région de Difa
Le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, président du dit conseil, de se pencher sur toutes les questions se rapportant au palais ainsi que leurs conséquences au sein de la société, mais aussi et surtout trouver ensemble des solutions à cette problématique qui prend des allures très inquiétantes au niveau de la ville de Difa. C'est pourquoi le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma a invité l'ensemble des participants à cette session à une analyse approfondie du sujet et des dispositions et mesures à prendre pour venir à bout de ce phénomène dont le constat n'est guère reluisant. Dans l'actualité hors de nos frontières, la commission électorale camerounaise a publié hier la liste des 13 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le principal opposant à Paul Biya, Maurice Kamto, en est absent. Ce rejet non justifié officiellement suscite l'indignation et inquiète quant à la transparence du scrutin. Les candidats recalés disposent de 48 heures pour faire appel. Des tensions sont à craindre à Yaoundé selon l'ONU en cas de contestation. Au même moment, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touandéra a annoncé hier sa candidature à un troisième mandat lors du congrès de son parti en Bangui. Cette décision fait suite à la réforme constitutionnelle de 2023 qui a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels et prolongé leur durée de 5 à 7 ans. La date du scrutin présidentiel prévue en décembre 2025 n'a pas encore été fixée. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile dénoncent une dérive autoritaire. Sur le front de la guerre à Gaza, la violence continue de faire des ravages. Au moins 40 Palestiniens ont été tués hier dans des frappes et tirs israéliens à travers la bande de Gaza, selon la défense civile. En parallèle, Israël a annoncé la reprise des largages d'aide et l'ouverture de couloirs humanitaires pour les convois de l'ONU. Les Émirats arabes unis ont également relancé leur parachutage d'urgence. L'UNRWA dénonce toutefois ces largages comme inefficaces et dangereux, appelant à la levée du blocus. Face à cette situation, le Maroc, lui, met l'accent sur la solidarité internationale. Le royaume chérifien renforce en effet son soutien à la Palestine à travers un partenariat entre l'agence Bait Mal-Al-Kouk et le ministère palestinien de l'Agriculture. Un accord a été signé pour lancer le projet Soumoud destiné à appuyer 250 agriculteurs dans le gouvernorat d'Al-Kouk. Cet accord prévoit la distribution de plants, de citernes d'eau et de kits vestimentaires pour le bétail. L'objectif est de préserver les moyens de subsistance des Palestiniens et renforcer leur présence sur leur terre face à la pression coloniale. Donald Trump a déclaré samedi que la Thaïlande et le Cambodge ont accepté de se rencontrer en vue d'un cessez-le-feu. Ils ont convenu de se rencontrer immédiatement et de trouver rapidement un accord de cessez-le-feu, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social après avoir échangé avec les deux dirigeants. Pour rappel, les combats frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 33 morts de part et d'autre de la frontière selon les derniers bilans disponibles samedi 28 juillet. Et on termine avec cette décision. Le Conseil de la Fédération russe, chambre autre du Parlement, a approuvé le vendredi dernier une loi qui punit les recherches en ligne de contenu officiellement qualifié d'extrémiste. Le texte déjà adopté par la Douma prévoit des amendes pour toute personne accédant délibérément à de telles informations. L'initiative s'inscrit dans un ensemble de mesures de durcissement du contrôle numérique en Russie amorcé depuis le début du conflit en Ukraine. Mali Actualité, il est 9h passé de 18 minutes à présent, la page sport de cette édition. En sport football, le Maroc a été renversé hier en finale de la CAN féminine 2024 par le Nigeria de 3-2 sur la pelouse du stade olympique de Rabat. Les Lions de la classe ont mené 2-0 avant d'être renversés en toute fin de match. La finale de l'Euro féminin se joue ce dimanche. L'Angleterre, tenante du titre, affronte l'Espagne, championne du monde et finaliste pour la première fois dans cette compétition. L'Afrobasket féminin 2025 a officiellement débuté hier au Palais de Sport de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire avec une première journée riche en émotions. Pour leur entrée en matière, les aigles basketteuses du
Mali se sont fait très peur, mais remportent une victoire serrée 55-53 contre le Soudan du Sud. La page sport porte la signature de Famurou Djourti. Afrobasket féminin Abidjan 2025, le Mali a bien commencé le match ce samedi et a remporté le premier quart-temps de la partie. Une victoire 19-15 qui a lancé les hostilités. Derrière, le Soudan du Sud a répondu présent dans le deuxième quart-temps. Il a comblé ses 4 points d'écart avec une victoire 15-11, ce qui donne un score global de 30-30 à la pause. Lors du troisième quart-temps, le Mali a repris les devants. Les Maliennes ont à ce niveau décroché la meilleure victoire de la soirée au bout d'un score de 16-11. Au final, tout s'est joué dans le dernier quart-temps. Le Soudan a mis les bouchées doubles et a remporté le dernier acte 12-9, mais insuffisant pour éviter la défaite 55-53. Le Mali, demi-finaliste de la dernière édition, remporte ainsi son premier match dans cet Afrobasket féminin 2025. Les aigles basketteuses du Mali feront leur deuxième sortie demain lundi contre le Cameroun à 21h GMT. D'ici là, le programme prévoit ce dimanche Guinée-Ouganda, Égypte-Angola, Rwanda-Mozambique et Soudan du Sud-Cameroun. Concernant les autres rencontres d'hier, le Sénégal a démarré en force. Les Lions ont livré une démonstration face à la Guinée, imposant de manière éclatante 92-48. Une victoire écrasante qui envoie un message fort aux autres prétendantes au titre. Après l'éclatante victoire sénégalaise, le Nigeria a également marqué les esprits en dominant le Rwanda 92-45. Les championnes en titre ont rapidement pris la commande de la rencontre, affichant une efficacité offensive remarquable avec 50% de réussite au tir contre seulement 28% pour leurs adversaires. Cette victoire permet aux D-Tigers de maintenir leur série d'invincibilité en Afrobasket qui s'élève désormais à 25 matchs consécutifs. Portés par leur public au Palais des Sports de Treichville, les éléphantes ivoiriennes ont reçu leur entrée en matière en battant l'Égypte 75-63. Cette victoire historique marque le premier succès de la Côte d'Ivoire dans un Afrobasket féminin qu'elle organise pour la première fois de son histoire. Rappelons que seuls les premiers de groupe se qualifient directement pour les quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes devront disputer des barrages éliminatoires. Football à présent, la finale de la CAN féminine 2024 a comblé les attentes avec une rencontre intense entre le pays hôte, le Maroc et le géant nigérian. Malgré une belle résistance des Lions de l'Atlas, le Nigeria a gagné par 3-2, décrochant un 10e titre continental historique. Le Maroc a parfaitement entamé la rencontre, ouvrant le score dès la 13e minute grâce à sa capitaine Gislan Chebak. Quelques minutes plus tard, Sana Mouchoudi double la mise à la 24e minute, offrant un avantage confortable aux Lions au stade olympique de Rabat devant leur public. Mais les Super Falcons ne se sont pas laissés abattre. Esther Okoronko a réduit l'écart à la 64e minute, relançant les espoirs des D-Tigers. 7 minutes plus tard, 71e minute, Fouchila Djamlechi a inscrit le but égalisateur, donnant un nouveau souffle à son équipe. Alors que le match se dirige vers les prolongations, Jennifer Eshekini marque le but décisif à la 88e minute, offrant le trophée au Nigeria au terme d'un combat acharné. Avec ce 10e sacre, le Nigeria confirme son statut d'incontournable du football féminin africain. Toujours football féminin, 2 ans après la finale de la Coupe du Monde à Sydney, les Espagnols et les Anglaises se retrouvent ce dimanche à 16h GMT à Bâle, en Suisse, en finale de l'Euro. L'Espagne, championne du monde à titre et grande favorite du tournoi, veut remporter son premier titre continental et faire le doublé mondial Euro, après avoir réussi à remporter la Ligue des Nations en 2024. En face, les tenantes du titre anglaises ambitionnent de conserver leur couronne pour la 5e finale consécutive de Sarina Wiegman en tant que sélectionneuse 2017 et 2019 avec les Pays-Bas et 2022, 2023 et 2025 avec l'Angleterre. Cette finale à Bâle à guichet fermé, comme 29 des 31 matchs du tournoi, verra donc s'affronter les 2 meilleures équipes continentales. Focus Santé. Dans Focus Santé d'aujourd'hui, nous allons à la découverte du Centre de recherche et de formation médicale. Ce centre situé au CHU du Point G peut traiter plus de 200 échantillons par jour. Ces examens sont réalisés sur les prélèvements biomédicaux des patients pour diagnostiquer les cancers et les maladies génétiques. Ce n'est pas tout, le centre a d'autres potentialités. Pour les découvrir, suivons les explications du personnel du centre sur leur production. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. À suivre. Le Centre de recherche et de formation médicale CREFPAM du CHU du Point G se donne comme mission le diagnostic des cancers sous toutes ses formes et des maladies génétiques. Récemment inauguré par la chef du département en charge de la santé, le CREFPAM peut traiter plus de 200 échantillons par jour. Cheikh Traoré, directeur du Centre de recherche et de formation médicale. On travaille présentement sur la tuberculose et les cancers des poumons, sur l'Helicobacter pylori et le cancer de l'estomac. On cherche aussi des gènes qui peuvent donner le cancer de la prostate
et le cancer de la vessie. Il y a des maladies rares aussi. On peut citer par exemple les malformations génétiques telles que la trisomie 21, telles que aussi certaines maladies musculaires. Pour le diagnostic des pathologies, plusieurs laboratoires sont fonctionnels comme le labo génétique et la biologie moléculaire. Oumar Kassogué est responsable de l'unité de génétique et de biologie moléculaire. Nos activités de recherche sont plus focalisées sur la recherche des modifications génétiques, leur rôle dans l'apparition et la progression des maladies qualifiées complexes, voire chroniques, telles que les cancers. La machine à PCR, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 96 échantillons. Ça prend 1h30 en moyenne. Détecter l'auteur d'un crime ou d'un viol ou confirmer la paternité d'un enfant, ce sont là quelques activités qui seront réalisées à l'unité de médecine légale moléculaire. Modibo Diallo, maître assistant en génétique. Nous sommes en train de mettre en place l'empreinte génétique, donc qui est connue du grand public sous le nom des tests d'ADN. Donc c'est une technique qui consiste à identifier un individu à travers son profil moléculaire avec une très grande précision. Donc c'est comme une sorte de carte d'identité génétique. Donc avec ça, on pourra éclairer la justice sur toutes les affaires des crimes ou des viols. Aussi, l'armée pour l'identification des victimes. Aussi, il y a un aspect important, ça c'est de confirmer ou non une paternité. Si les maladies sont détectées, la seconde étape consiste à trouver des médicaments. Le laboratoire de pharmacologie du CREFPAM évolue dans ce sens en faisant le dosage des produits. Mohamed Touré, assistant en pharmacologie au CREFPAM. Nous faisons principalement le dosage plasmatique des médicaments, notamment les médicaments contre le VIH, qu'on appelle communément les antirétroviraux, les antipaludiques, les anticancéreux, les médicaments contre l'épilepsie. En plus de ça, nous faisons le dosage aussi des stupéfiants, comme le cannabis, la cocaïne. Nous pouvons faire non seulement le dosage qualitatif, on peut aussi les quantifier dans les liquides biologiques. Autre activité principale du centre, la formation du corps médical et le coaching. Yaya Kassogué, responsable des formations au CREFPAM. La mission concernant la formation CREFPAM concerne des formations de courte durée ou encore des formations continues qui mettent à jour sur le plan scientifique l'ensemble du personnel ici. Aussi, nous avons des formations également diplômantes comme le master, aussi des formations au niveau doctorat, sciences, ou doctorat de recherche, ou encore le PhD. Au CREFPAM, la direction n'a plus besoin de chercher des maintenanciers ailleurs. La formation des spécialistes en ingénierie biomédicale est en cours pour la confection de certains matériels de travail. Mahmoudou Maïga, chargé des relations extérieures du CREFPAM. L'imprimante 3D, c'est vraiment pour faire les cadres des appareils. Donc c'est un laboratoire qui est fait pour qu'au Mali ici, on puisse nous-mêmes développer nos appareils de diagnostic médicaux. Le problème qu'on a au Mali, c'est que les appareils tombent en panne très facilement et il faut attendre des mois pour les réparer. Et ça, c'est un problème que ces laboratoires se fixent de résoudre en formant des gens qui peuvent faire ces maintenances-là sur place et très rapidement. Le CREFPAM, dans sa démarche, est appuyé par les partenaires nationaux et internationaux comme l'Office national de la santé et de la reproduction ONASR, les laboratoires de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako et l'Université de Chicago. Focus Santé. À 9h passé de 28 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec le concours de Bintou Traoré qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.